Donc l'instabilité du rachis cervical, donc les aspects biomécaniques, il y a plusieurs définitions. En fait, on va garder sur cette diapositive celle décrite par M. Roy-Camille, qui a mis en évidence en fait une organisation transversale de l'instabilité avec la notion de segment mobile rachidien. Pardon. De segment mobile rachidien ici avec le disque, le ligament vertébral commun postérieur qui va tapisser la face postérieure des corps vertébraux, et puis le complexe ligamentaire postérieur, interépineux, et puis les facettes articulaires. Donc l'atteinte de ce segment mobile rachidien associée à l'atteinte du segment vertébral moyen, donc une définition plutôt horizontale, entre le mur postérieur, le classique mur postérieur, qui va déterminer le caractère neurotoxique ou pas des lésions, les isthmes, l'empilement des facettes articulaires et puis une partie de l'arc postérieur. Le rachis cervical est la partie la plus mobile du rachis, si bien qu'on va avoir plusieurs types de mécanismes lésionnels qui vont entraîner une instabilité. D'abord essentiellement donc, le rachis traumatique, des traumatismes, des impacts qui sont à haute énergie, avec une atteinte en général, comme ce sont des lésions indirectes, disco-ligamentaires, beaucoup plus qu'osseuses. Les atteintes osseuses surviennent après, quand ça a dépassé la déchirure ligamentaire ou discale. Donc les mécanismes lésionnels sont indirects, en hyperflexion le plus souvent, parfois en hyperextension. Et puis également la notion qui peut être discutée comme une entité nosologique et un classement de pathologie. Le rachis dégénératif comporte également par la dyscarthrose et ou associé au microtraumatisme répété, comme on peut voir chez les sportifs, des phénomènes de micro-instabilité chronique parce qu'ils sont cervicalgiques, à l'instar par exemple de la lombalgie discogénique, qui par insuffisance discale va développer des lombalgies. On a exactement la même chose, donc c'est une micro-instabilité. C'est sûr qu'on ne va pas avoir les critères d'instabilité du rachis traumatique comme on peut voir dans les clichés dynamiques par exemple, hein, du profil du rachis cervical. Mais c'est malgré tout une instabilité. Et cette instabilité va même être aggravée, si on peut dire, majorée par la chirurgie de décompression. C'est-à-dire qu'on sera d'autant plus efficace sur la décompression qu'on va faire large, et on va entraîner une instabilité qu'il va falloir fixer juste en post-opératoire. À la fin de la procédure, pardon. Donc, les signes radiologiques d'entorse grave du rachis cervical sont donc les signes directs en flexion. C'est l'antélesthésis corporeale supérieure à 3 mm et demi, la syphose régionale supérieure à 11 degrés, la découverture des articulaires de plus de 50%, l'augmentation de l'écart interépineux. Dans les mécanismes en extension qui sont beaucoup plus rares, c'est la majoration de la lordocervicale, donc un bâillement discal antérieur, un rétrolisthésis cette fois, ce qui est cohérent avec le mécanisme lésionnel, et des fractures corporeales ou d'une épineuse qui sont consécutives donc c'est le prolongement de l'instabilité ligamentaire. Vraiment insister sur l'importance et l'intérêt des clichés dynamiques du rachis cervical de profil, dégageant C7 obligatoirement. Parfois c'est difficile pour des raisons de conformation anatomique du sujet qui a un cou court. Assez souvent majoré également par la contracture liée à la lésion elle-même, qui peut faire méconnaître des phénomènes d'instabilité du rachis cervical, surtout inférieur. Ici, une image d'entorse grave avec une atteinte disco-ligamentaire et puis un traitement chirurgical donc par voie antérieure qui va consister à une ostéosynthèse par greffon et par plaque vissée. La luxation des articulaires, donc on est dans la partie latérale du segment vertébral moyen de Roy-Camille. Luxation articulaire, qu'elle soit unie ou bilatérale comme ici, qui va donc participer à l'instabilité et à la neurotoxicité, la neuroagressivité de la lésion. La fracture articulaire, ici sur l'image au milieu, qui très souvent va voir le fragment distal de la fracture facétaire aller impacter le foramen et créer souvent des lésions de névralgie cérébro-brachiale et des douleurs. Et puis la luxation fracture donc associée, comme on voit sur l'image de droite.
Ici, une fracture lomatoïde chez un vététiste, avec uniquement cliniquement des cervicalgies, et qui a consulté 48 heures plus tard, avec quand même ce trait de fracture oblique en bas et en arrière, sans aucun signe neurologique. En général, ils sont soit déficitaires, soit ils sont morts plutôt, soit ils sont cervicalgiques. On a ici une fracture de la base. On voit sur les reconstructions sagittales qu'on n'a pas de neurotoxicité, bien évidemment, c'est une atteinte purement osseuse. Et le traitement, donc il y a deux types de traitements, en fait, soit une approche postérieure avec un lassage C1, C2 selon la technique de Judet, soit plus logique sur le plan biomécanique et qui va principalement préserver la rotation. C'est le vissage antérieur de l'odontoïde qui va donc permettre une ostéosynthèse avec un filetage distal qui ici va en compression permettre de réduire au maximum le risque de pseudarthrose secondaire. Ici un scanner avec des reconstructions d'une fracture tassement de type teardrop. C'est la fracture typique du plongeur en eau peu profonde avec un mécanisme en compression hyperflexion. On a ici la goutte, l'image en goutte, la fracture osseuse, et puis l'instabilité majeure et la neurotoxicité. Ici, c'était un parapentiste qui avait un niveau lésionnel C5 complet en dessous, sensitif et moteur, et une ostéosynthèse quand même malgré tout pour faciliter le nursing et tenter quand même malgré tout de sauver quelque chose sur le plan neurologique. La deuxième partie, c'est donc, après les traumatismes, l'instabilité du rachis cervical dégénératif. On a vu que c'était une instabilité qui était pas dans les critères classiques, c'est une micro-instabilité, on pourrait parler, comme les traumatismes engendrent une macro-instabilité. C'est l'IRM d'un lutteur au niveau de l'INSEP, avec une névralgie cervico-brachiale en rapport avec une hernie discale C5, C6. On voit très bien le décollement du ligament vertébral commun postérieur ici, et sur les coupes axiales, donc une compression même médulaire. Peu de signes cliniques d'irritation médulaire, mais un hypersignal intramédulaire qu'on voit sur les séquences sagittales T2, un petit peu ici, sur les autres coupes un petit peu plus parasagittales, on le voit mieux. Et le traitement donc consiste en une microdissectomie cervicale donc par voie antérieure, avec ici l'évidement discal et la mise en place d'un implant, puisqu'on va donc majorer d'une certaine manière l'instabilité, puisqu'on fait un évidement discal. On a donc un espace discale, une hauteur discale à combler qui risque tout à fait de se pincer secondairement et entraîner les cervicalgies postérieures. Donc il faut impérativement en cervical remplacer le vide discal par un implant ici en carbone et donc réparer l'instabilité. Voilà le cliché post-opératoire. Ça c'est l'IRM d'un compétiteur de jiu-jitsu brésilien et de grappling, devenu coach sportif, qui présentait des signes de myélopathie cervicarthrosique avec une double discopathie, donc 5-6 et 6-7, des signes d'irritation médulaire malgré tout, non déficitaire, mais quand même plutôt sur un mode de causalgie, de douleur neuropathique. Philippe, merci de conclure et de donner ton message. Ici l'ostéosynthèse post-opératoire, donc, et en conclusion, donc bien insister sur l'importance des clichés dynamiques de profil dégageant C7, qui peuvent être difficiles dans les cas de conformation de cou court et de contracture. L'entorse bénigne, il n'y a pas de chirurgie. Les lésions instables et ou neuroagressives, obligatoirement une ostéosynthèse et un traitement donc cette instabilité. Et il faut intégrer également la notion d'instabilité chronique dans la physiopathologie du rachis cervical dégénératif, ainsi que l'instabilité qui est induite par la chirurgie. Je vous remercie.